Affaire Zenab Nabaya Gate, des députés demandent à la justice de faire la lumière dans cette affaire. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle est accusée de détournement par le site d'information Guinée News. Au Libéria, c'est un test pour le parti de George Weah. Le référendum du 8 décembre vise à réduire le mandat présidentiel de 6 à 5 ans. Les opposants, eux, ont appelé au boycott. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de l'Assemblée nationale menace. Amadou Damaro Camara est-il excédé par l'absence de certains ministres et directeurs de régie financière qui ne respectent pas le chronogramme d'examen du volet recettes à l'hémicycle? Cet après-midi, il était prévu de voter le volet recettes du budget 2021, mais cela n'a pas eu lieu tout simplement parce que l'emploi du temps n'a pas été respecté auparavant. On se voit le balai. Le président de l'Assemblée nationale a évoqué les raisons qui ont empêché le vote du volet recettes lors de la présente plénière. Selon le chronogramme distribué aux députés, il est bien indiqué de procéder à cet exercice ce mardi, mais hélas. Nous avons eu des difficultés à rencontrer certaines régies financières. Vous venez nous expliquer qu'est-ce qu'elles font et répondre aux préoccupations des députés. Deuxièmement, il y avait souvent un total désaccord entre des ministères à recettes ou des régies à recettes et le ministère et les prévisions du ministère du budget. Troisièmement, l'intercom du 4 décembre a été interrompu à cause de l'absence de certains ministres. Damaro rappelle que la présence des ministres à l'Assemblée nationale, selon tout besoin, est constitutionnelle. Je voudrais humblement rappeler que ce n'est pas pour les beaux yeux des députés que les membres du gouvernement doivent se présenter à leur appel. Mais c'est constitutionnel à l'article 86 de la Constitution. Et il promet déjà aux ministres concernés par le volet recettes. Je vais faire une seule promesse. Tout texte qu'on n'examinera pas, nous n'aurons aucune possibilité de nous prononcer là-dessus. Damaro a donné une seconde chance pour l'examen du volet recettes de la loi de finances initiale 2021. Il a invité les ministres présents ce mardi à transmettre sa commission auprès du Premier ministre. Nous nous sommes proposés de voter définitivement le budget général le 29. Déjà, nous sommes au 30, à condition que tous les ministres pour le volet recettes là, qui sont concernés viennent, et que tous les ministres et cadres concernés se présentent aussi à date pour le volet dépenses. Sinon, je crains que l'on exécute le budget par ordonnance, par défaut de pouvoir voter convenablement ce texte par les députés. Des députés se sont prononcés sur les 200 milliards dont la ministre Zenab Dramé est accusée d'avoir détourné. Si certains se sont indignés, d'autres ont juste préféré la prudence. Mais tous attendent de la justice la vérité dans cette affaire. Mamadou Tandouba, en Soubaï le Balé. Des députés se sont prononcés sur les 200 milliards qui défraient la chronique ces derniers temps. À l'Assemblée nationale, il y a ceux qui s'indignent et ceux qui restent pour le moment très prudents sur le sujet. Ce cas d'accusation n'honore pas la Guinée. D'abord, qu'elle soit vraie ou fausse. Mais c'est que le fait qu'elle soit accusée de cela, cela n'honore pas la République, ça n'honore pas le gouvernement. C'est une réaction de révolte face à cette situation qui ne fait que révéler une explosion de la corruption dans laquelle nous sommes installés et dans tous les domaines. De mon point de vue, je pense qu'en République de Guinée,
il y a la présomption d'innocence jusqu'à ce que les preuves accablent les accusés. Je crois qu'il y a une commission d'enquête qui a été instituée. À mon avis, on devrait attendre les conclusions de cette commission d'enquête avant qu'on ne se prononce. Sur la sortie du gouvernement soutenant la ministre Zainab Nabaya Dramé, les députés ont diversement apprécié. Ce que personnellement j'ai déploré en tant que député, en tant que leader politique, c'est que le gouvernement a eu une réaction très anticipée. Et on ne peut pas comprendre qu'une accusation ait lieu dans l'après-midi et le soir, le gouvernement se retrouve pour dire non, que c'est des allégations. Ça ne se devait pas. Bon, je ne vais pas commenter le communiqué du gouvernement. Ce que je dis, parmi les responsabilités ou la mission du Parlement, il y a effectivement le contrôle de l'action gouvernementale, entre autres. Donc, ce qui sous-entend que nous devons avoir un œil sur tout ce que le gouvernement fait. Maintenant, de là aller très vite en besogne en disant que parce qu'il y a eu une affaire de corruption ou de détournement, je pense qu'il faut savoir toute proportion garder. Je ne dis pas qu'elle est blanche ou pas, mais je pense qu'il faut qu'on reste professionnel. Déjà, des députés disent attendre de pied ferme la ministre Zainab Nabaya Dramé pour donner des explications. Tout de même, en tant que représentant du peuple, que la justice fasse son travail ou pas, elle sera interpellée ici devant l'opinion nationale pour qu'elle puisse donner au moins le minimum d'explications à propos de ce cas de détournement. Tous disent attendre le travail de la justice dans cette affaire de détournement de 200 milliards de francs guinéens. Le président par intérim de l'Urtelgui a interpellé le chef de l'État à s'impliquer davantage dans la manifestation de la vérité dans ce dossier des 200 milliards de francs guinéens. Déjà, des informations rassurantes parlent de 35 milliards retournés au trésor public. Suivez. Les informations qui nous parviennent nous laissent croire que le président est en train d'agir dans ce sens parce que nous apprenons déjà qu'il y a le retour dans l'escarcelle des trésors publics d'un montant de près de 35 milliards de nos francs, justement dans le même lot. Vous comprenez? Le retour, c'est-à-dire que l'argent est retourné au trésor public. Donc, je peux dire que tout ça là ne peut pas se passer si réellement il n'y a pas un engagement du chef de l'État. C'est pourquoi j'appelle, je rappelle à la responsabilité dans tout ceci et j'interpelle le président de la République pour dire que parce qu'il sera le seul comptable de toute cette action qui sera menée justement sous sa mandature les 6 années prochaines. Donc, il faut que réellement le pouvoir qui revient à la presse de mener des enquêtes sérieuses sur la gestion de la chose publique, il revient au président de la République de donner un tonus fort. Déjà, nous avons vu quand même avec cette loi qui a été votée, on attend sa publication dans le journal officiel pour que ça rentre effectivement en action. Nous voulons des messages forts dans ce sens pour justement consolider les actions que les journalistes sont en train de mener sur le terrain. Aujourd'hui, cette loi va plus loin. Non seulement la loi anticorruption appelle l'État à faire une protection spéciale pour ces alerteurs-là, c'est-à-dire ces dénonciateurs de faits de corruption avérés, une protection spéciale, mais mieux de même leur donner des primes d'encouragement. Vous vous imaginez, au lieu de primes d'encouragement, au lieu d'encouragement et de protection spéciale, ces journalistes sont aujourd'hui, parallèlement à une procédure légalement ouverte par un procureur de la République, on appelle. La ville de Dinguiraye est le théâtre des violentes manifestations ce mardi. La population est massivement sortie pour demander le départ du préfet. Il accuse de détournement de fonds. On parle d'un montant qui s'élèverait à hauteur de 12 milliards de francs guinéens qui seraient payés par la société minière évoluant sur place. Le serment d'Hippocrate est considéré comme l'un des tests fondateurs de la déontologie médicale. Il s'agit là des règles morales qui doivent suivre les médecins, des actions qu'ils doivent faire ou ne pas faire, comme par exemple de toujours agir dans l'intérêt du malade et de respecter le secret médical. De nos jours, ce serment est encore prononcé dans les facultés de médecine en fin d'études. Même si ce serment relève de la morale et n'a aucune valeur juridique, la question que l'on se pose aujourd'hui est pourquoi certains médecins guinéens ne respectent pas ce serment. Omar Condé s'est intéressé au sujet. Suivez son reportage. Partout dans le monde,
les médecins sont gouvernés par le serment d'Hippocrate. En Guinée, les hommes de blouse blanche ne sont pas à l'écart de ce principe. Dr Ibrahima Traoré, dermatologue, explique le fondement de ce serment. Le serment d'Hippocrate vient de l'Hippocrate qui était un scientifique et un médecin. On pense qu'il a émis depuis le 4e siècle avant Jésus. L'idée essentielle du serment, c'est quoi? C'est de faire du bien pour le patient, d'agir dans le bien du patient, pour le bien du patient. Lorsqu'on reçoit un patient, on a droit d'abord de sauver la vie. Lorsque le patient est en état de choc, il faut d'abord s'occuper du patient après demander de l'argent. Mais si ce n'est pas le cas, vous voyez, c'est compliqué. Il n'est pas interdit de demander de l'argent, comme je l'ai dit tout de suite là. Le médecin peut demander de l'argent parce que c'est pas ça qu'il vit. Selon ce médecin, le non-respect de ce serment prévoit des sanctions ailleurs, mais il n'est pas tout à fait sûr que ces mesures soient appliquées en Guinée. Ailleurs, dans des autres pays, lorsque vous par exemple, je fais des formations en Italie ou en Grande-Bretagne, lorsque vous faites des erreurs médicales, d'abord, on vous retire votre droit d'exercer la médecine, et puis encore mieux, on vous poursuit. Donc, c'est interpeller les autorités pour la mise en place ici des sanctions contre des médecins qui font des fautes, des erreurs médicales qui entraînent la mort des patients. Néanmoins, Dr Ibrahima Traoré invite ses collègues médecins à prioriser l'être humain à la place de l'argent. Ce qu'on peut dire à nos collègues, c'est de faire en sorte de mettre la vie humaine devant toute chose. Il y a des maladies qui ne demandent pas d'urgence. Là, il n'y a pas de problème, il peut demander à payer, ça c'est pas grave. Mais lorsque vraiment un patient est là, il a un état d'urgence extrême, par exemple, si un patient qui saigne avant de mourir, un patient qui est en état de choc, il vaut mieux d'abord prendre ce patient à la charge avant de demander quoi que ce soit comme argent. Pendant ce temps, certains patients meurent devant les hôpitaux pour faute de ne pas avoir été assistés par un médecin, comme ce fut le cas d'Isiaga Fofana ce week-end. Sur le continent, le Libéria se prépare à se prononcer ce 8 décembre sur un amendement à la Constitution de 1986. Ce référendum réduirait notamment la durée du mandat présidentiel de 6 à 5 ans. L'opposition politique a appelé à boycotter ce vote à l'initiative du président George Weah, ancienne star du football, soupçonné de vouloir briguer un 3e mandat. Suivez. Des supporters déchaînés dans la capitale libérienne. Des scènes de joie lors d'un meeting de l'ex-footballeur vedette George Weah. Le président tente de mobiliser une dernière fois avant le référendum constitutionnel. Partisans distingués, mesdames et messieurs, je veux que vous disiez oui au référendum parce que c'est dans votre intérêt. 2,5 millions de Libériens appelés à se prononcer sur 8 amendements à la Constitution de 1986. Les électeurs doivent notamment dire s'ils sont pour ou contre la réduction de 6 à 5 ans de la durée du mandat présidentiel. Une révision constitutionnelle qui propose aussi de réduire d'1 année la durée des mandats des députés et de 2 ans ceux des sénateurs. Un référendum qui dérange dans les rangs de l'opposition. Je vais voter 3 oui. Les 5 autres seront des non. Vous savez, en ce qui concerne le référendum, je n'ai pas encore compris. Donc pour le référendum, je ne voterai pas vraiment. En fait, j'estime que le référendum n'est pas opportun et je pense qu'il n'aurait pas dû avoir lieu à ce moment-là. Car il n'y a pas eu beaucoup de publicité autour du référendum. Les contestataires craignent que George Weah tire profit du changement de constitution. Une alliance composée des 4 principaux partis d'opposition estime que peu d'électeurs comprennent la portée des changements proposés et appellent au boycott. Il briguera un 3e mandat simplement parce que ces 6 premières années se seraient déroulées sous une autre constitution. Voter oui au référendum serait une erreur. Pour l'opposition, le président libérien pourrait un jour vouloir imiter certains de ses pairs ouest-africains en allant au-delà de la limite de 2 mandats présidentiels. Autre question qui continue à diviser la société du Libéria, la double nationalité interdite depuis 1973. Le projet de nouvelle constitution prévoit que tout enfant né d'au moins un parent libérien serait automatiquement un citoyen naturel du pays et qu'il aurait le droit de détenir une autre nationalité. Une chose est sûre, le référendum prend la forme d'un test pour George Weah.
qui voit sa popularité largement érodée, notamment auprès des jeunes qu'il avait pourtant porté au pouvoir il y a près de 3 ans. L'élection de l'homme de 54 ans, Ballon d'Or France Football 1995, a soulevé un immense espoir au Libéria. Mais depuis que George Weah est président, la situation économique s'est encore aggravée dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, notamment avec la crise du coronavirus. Elle dit que c'est merveilleux et qu'elle va pouvoir revoir sa famille. Margaret Keenan, à 90 ans, est la première personne au monde à recevoir le vaccin Pfizer et BioNTech. C'est le coup d'envoi de la campagne de vaccination au Royaume-Uni. Le Canada pourrait débuter dès la semaine prochaine. En Suisse et en France, on reste plus prudent. Il est 6h31 en Angleterre. Les caméras se sont invitées dans une chambre de l'hôpital de Coventry. Margaret Keenan est la première patiente au monde à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech. Elle dit ne pas être inquiète, elle estime plutôt que c'est un privilège. Cette dame de 90 ans est ravie de pouvoir revoir sa famille. Elle a vécu seule pendant près d'1 an. Je vous dirais de foncer. Allez-y parce que c'est gratuit et c'est la meilleure chose qui soit arrivée pour le moment. Alors allez-y. Si je peux le faire, vous le pouvez aussi. C'est parti pour le V-Day, le jour de la vaccination comme il a déjà été surnommé dans le pays. 800 000 doses ont été acheminées à travers le Royaume-Uni. Le rythme s'accélère. Au Canada, Justin Trudeau vient de l'annoncer, une entente a été conclue avec Pfizer. 249 000 doses initiales vont être livrées plus tôt que prévu. Vous pouvez être certain que tout vaccin approuvé au Canada sera sûr et sécuritaire. Un vaccin 1 an à peine après l'émergence du Covid-19, c'est d'une rapidité inédite qui suscite de la méfiance. En Europe, la Suisse mise sur la prudence. Le pays n'est pas dans une situation catastrophique, estiment des spécialistes. Il n'y a donc aucune urgence à commercialiser ce vaccin génétique. Pour l'instant, les données leur paraissent insuffisantes. Quand on a 4-5 mois de suivi, on est beaucoup plus tranquille que quand on n'a que 2 mois. Même défiance chez le voisin français. Se faire vacciner avec des produits utilisant du matériel génétique, pas question, répond ce professeur. Donc moi, me vacciner avec des produits que je ne connais pas, dont je n'ai d'informations que par les communiqués de presse des laboratoires pharmaceutiques, c'est quand même leur faire une confiance aveugle et absolue. En France, la vaccination anti-Covid devrait débuter en janvier pour les personnes vulnérables. En Inde, les agriculteurs ont appelé à la grève ce mardi. Depuis 2 semaines, ils bloquent l'accès à New Delhi, la capitale. Désespérés, ils réclament l'abrogation de la réforme agraire qui voit la dérégulation du prix de vente de leur production. Jusqu'alors, les prix étaient fixés par l'État, ce qui leur donnait la garantie d'un revenu minimum. Ce n'est désormais plus le cas. Reportage. Voilà près de 2 semaines que Sandeep Singh s'est installé sur cette autoroute qui mène à New Delhi, l'un des tout premiers fermiers à se mobiliser. Aujourd'hui, ils sont des dizaines de milliers à bloquer l'accès à la capitale indienne pour dire non aux récentes réformes agricoles du Premier ministre Narendra Modi. Nous allons souffrir d'énormes pertes à cause des lois de Modi. Il essaie de privatiser nos terres. Il met fin à tous les marchés qui sont connectés aux fermiers. Les fermiers vont souffrir. La souffrance des fermiers est déjà une réalité. Ces dernières années, des milliers d'entre eux se sont suicidés, acculés par les dettes, victimes de la sécheresse. Jusqu'à présent, le prix de vente de leur production était fixé par l'État, une sorte de garantie qui vole en éclats avec ces nouvelles lois. Pour ces agriculteurs, en effet, la libéralisation des prix ne peut que profiter aux grandes sociétés en tirant les prix vers le bas. On travaille la terre pour pouvoir manger, mais avec ces lois du gouvernement, il ferait mieux de nous tirer dessus, ici, pendant qu'on manifeste. Sinon, qu'allons-nous faire? On se bat pour protéger la prochaine génération. La condition paysanne, un sujet hautement sensible en Inde. 2 Indiens sur 3 vivent en zone rurale et face à l'enjeu, ces agriculteurs promettent de tenir jusqu'au bout et peu importe les conditions. Qui veut quitter ses enfants et venir ici manifester? Dormir dans le froid, se laver à l'eau froide? On doit aussi marcher 4 km pour atteindre des toilettes.
Ce mardi est une journée de grève générale à l'appel de ces agriculteurs désormais soutenus par les cheminots, les routiers, les enseignants, plusieurs partis politiques et les syndicats. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information réalisée par toute l'équipe de Gangan RTV. À tous, merci de l'avoir suivi et merci de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir chez vous.